de politiques sur lesquelles il y a ce qu'on appelle, nous, du non-recours, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas bénéficier d'une politique parce qu'à un moment, elle a certainement été mal conçue. Pour vous donner un exemple, on estime que plus de la moitié des gens qui pourraient bénéficier du RSA, c'est pas grand-chose le RSA, ne le demandent pas. Il y a tout un tas de raisons pour ça, je ne vais pas me lancer dans une grande explication, mais on a prouvé par un certain nombre d'actions qu'on mène actuellement qu'en améliorant via des processus design l'accès au droit, on peut augmenter les chiffres de recours de bénéficiaires au RSA. Donc, pour nous, ça passe par un processus symétrique et qui consiste tout d'abord à rendre les habitants spectateurs d'une démarche en allant dans les lieux où ils sont, qu'ils fréquentent habituellement, place de marché, bar, bibliothèque, enfin voilà, on va rencontrer les gens où ils sont pour essayer de les rendre utilisateurs de nos processus et essayer comme ça d'en faire des collaborateurs, voire peut-être même des activateurs, puisqu'ils vont nous permettre de toucher d'autres habitants qu'on n'aurait pas forcément vus. On passe aussi beaucoup par ce qu'on appelle des tiers de confiance. Donc ça, c'est pas uniquement dans la consultation. Non, c'est vraiment dans la construction du départ, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on objective une problématique à partir du point de vue des habitants. Nous, on va avoir des problématiques très générales, vues d'un point de vue très institutionnel. On vient voir les habitants pour savoir comment eux ressentent cette problématique-là. Et à partir de ça, on essaye d'embarquer un certain nombre de personnes dans une démarche beaucoup plus globale. On passe aussi beaucoup par des tiers de confiance, puisque c'est eux qui nous permettent de repérer notamment ce qu'on appelle dans notre jargon les invisibles, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément identifiées et faciles à trouver lorsqu'on travaille sur des problématiques sociales, par exemple. Donc voilà, un petit exemple, on a travaillé autour de l'accueil dans le contexte de dématérialisation. Donc on a organisé un certain nombre d'ateliers sur un territoire. Là, je vous montre ce qu'on a pu faire sur le territoire de Saint-Main-le-Grand. Et donc, avec tous ces ateliers, on a pu du coup définir des problématiques spécifiques qui pouvaient améliorer l'accueil et l'accès aux services publics dématérialisés sur les territoires, là où effectivement les gens ont des problèmes parce que les guichets ont fermé et donc ils doivent uniquement utiliser des ressources dématérialisées. Et les lieux qui leur proposent des accompagnements ne sont pas forcément bien designés, je vais donner le mot, à la fois dans le processus d'accueil, mais aussi dans le mobilier, l'aménagement de l'espace. Donc on a beaucoup réfléchi à ce qu'était un espace capacitant, un espace qui redonnait des capacités aux personnes à utiliser les différents outils et à l'accompagnement qui leur était proposé. Et puis, nous, on a une démarche qui vise à créer ce qu'on appelle des communs. On essaie de faire le lien entre design et commun, c'est-à-dire qu'on produit de la documentation sous licence ouverte qui peut être partagée, améliorée par d'autres. Et par exemple, sur cette expérimentation, on a publié ce qu'on appelle un livre de recettes, c'est-à-dire un petit ouvrage qui fait quasiment une centaine de pages et qui présente tout à la fois les résultats de nos expérimentations, nos prototypes, avec des plans, avec des choses qui peuvent être renouvelées, et puis également un certain nombre d'outils qui permettent, par exemple, de s'auto-diagnostiquer. Voilà, donc juste ce petit schéma qui essaye de synthétiser un peu ce que je viens de dire. Traditionnellement, une organisation prend des décisions au croisement d'une vision politique et stratégique et d'une expertise technique interne, celle des agents, ou externe, celle des cabinets de conseil et d'études. Nous, on essaye de venir y rajouter une dimension scientifique, la recherche scientifique neutre, qui essaye de venir nous titiller, l'expertise des agents de terrain, qui ont beaucoup de choses à nous apprendre, et puis bien évidemment, l'expertise d'usage des citoyens. Vous avez eu des projets dans le tourisme ? On a eu quelques projets dans le tourisme, mais jamais sur toute la chaîne de design. Souvent sur des parties qui demandaient de faire appel à de la créativité ou pour accompagner des prototypages. Par contre, le travail qu'on a fait autour de l'accueil, il est complètement réplicable dans n'importe quelle agence touristique, par exemple, ou office du tourisme, qui souhaiterait améliorer son accueil et s'inspirer de nos démarches. Quelles peuvent être les limites de cette démarche participative ? Alors, les limites de ces démarches participatives, moi, j'en identifie trois. La première, c'est effectivement qu'on va souvent rester sur un domaine très opérationnel. J'ai tendance à dire que parfois on nous aime bien, mais il ne faudrait pas trop qu'on dérange. Donc, tant qu'on est dans la recherche de petites solutions très opérationnelles, ça va. Dès qu'on arrive à ce que ce schéma que j'ai emprunté à Jackie Fouché de l'agence Greux, au niveau du design stratégique, c'est-à-dire un design qui remet en cause la manière dont peut être développée une politique publique, là, effectivement, c'est un peu plus questionnant parce qu'on arrive sur le champ politique. Et effectivement, là, il y a des choses à identifier en amont.
on arrive dans les problématiques liées à l'intérêt général, liées à l'écologie, enfin liées aux problématiques contemporaines qui doivent aujourd'hui aussi interroger le design et la manière dont on conçoit effectivement les dispositifs. Le deuxième élément, c'est l'élément démocratique. Je parlais tout à l'heure du lien entre participation, au sens démocratique du terme, et design. Le design va faire appel effectivement aux compétences des usagers, mais rarement sur un espace réel de codécision, au sens politique du terme. Donc voilà, il ne faut pas faire croire qu'on va être dans un processus participatif de codécision lorsqu'on est dans de la conception. Et puis peut-être la troisième limite, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le fait de penser que n'importe qui peut appliquer ces méthodologies. On peut s'inspirer des méthodologies du design pour faire des choses en interne, pour développer un certain nombre d'éléments, mais on a souvent besoin de faire appel à des designers dont c'est le métier, et encore plus que ça, de les lier à d'autres compétences. Nous, par exemple, on travaille beaucoup le lien entre designers et scientifiques en sciences humaines, par exemple sociologues, ethno, pour les explorations, et les faire travailler ensemble, c'est très inspirant et en même temps c'est très riche en découvertes. Les habitants que vous impliquez ont-ils trop d'attentes? Est-ce qu'ils peuvent être un peu frustrés ou parfois ou pas? Ils peuvent être un peu frustrés, notamment parce que certaines expérimentations qui fonctionnent ne passent pas forcément à l'échelle pour des raisons qui tiennent ou à des éléments techniques, politiques ou numériques par exemple, ou à des éléments, ou à des éléments politiques. D'accord, merci beaucoup. Dominique Siama, donc merci d'être de nouveau sur le plateau. Vous êtes directeur de l'université à Paris-Cergy, donc d'une nouvelle école de design, et vous êtes aussi président de la PCI, donc une association de promotion du design. Alors que vous inspire cette méthode qui a été mise en place par le TILAB? Moi, de la joie, ça m'inspire de la joie. Merci beaucoup. C'est très très bien. Moi, je suis rassuré de savoir que les collectivités se saisissent du design et l'applique aussi bien, en parle aussi bien, parce que vous en parlez très bien. Tout a été dit pratiquement là dans la présentation que vous venez de faire, et y compris dans cette dimension. Le dernier slide que vous avez montré, c'est de l'opérationnel, mais aussi de la stratégie. Moi, ce que j'espère, c'est qu'un jour, on dira le design, c'est de la stratégie, et aussi de l'opérationnel. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on va inverser la proposition en disant finalement, ça part de la stratégie. C'est-à-dire que même si les choses partent du terrain, mais en fait, si elles partent du terrain, c'est elles partent du réel. Mais elles sont au service d'un dessin, vous l'avez montré, un dessin. Et c'est le dessin EIN qui est le plus important, c'est lui qui drive le tout, en fait. Donc la stratégie s'instancie dans l'opérationnel, et l'opérationnel ne fait pas émerger de la stratégie. Donc je pense que c'est là où vers quoi il faut aller. Moi, j'ai une formule, qui est d'ailleurs celle qu'on utilise dans mon école, c'est de la matière à la décision. C'est-à-dire que les enjeux du design aujourd'hui vont de la matière à la décision. Encore plus aujourd'hui qu'hier, d'ailleurs, parce que hier, c'était du produit à l'expérience. Et maintenant, on va de la matière à la décision. Pourquoi? Parce qu'on a des enjeux de ressources. Et donc, la gestion de la matière va être déterminante, et y compris au niveau des territoires. Et particulièrement au niveau des territoires. C'est-à-dire la ressource spatiale, l'eau, toutes les matières. Donc ça, le design doit s'intéresser à ces enjeux-là. Et effectivement, la décision. Et vous n'avez pas arrêté d'en parler, en fait. Tout le temps. On arrive toujours sur la problématique de la décision, la codécision. En fait, le vrai driver, c'est la décision. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment de notre histoire humaine, c'est-à-dire que c'est à l'échelle de la planète, où tout va dépendre de la qualité de nos décisions. Absolument tout. Et donc, c'est ça qui va faire la différence. Alors, s'il y a vraiment des endroits où on prend des décisions structurantes pour notre avenir, c'est bien dans les collectivités. C'est vraiment là que ça se passe à bien des égards, parce que c'est le régulateur qui parle, en fait. Le régulateur, c'est lui qui donne les règles du jeu. Et comme on est en train de vivre un jeu où, justement, il n'y en a pas beaucoup de règles du jeu, en tout cas, elles sont particulièrement bousculées, le régulateur revient. Et je pense qu'il devrait revenir, en tout cas, avec une méthode qui s'appelle le design. Enfin, c'est plus qu'une méthode, c'est une culture, le design. C'est vraiment une culture, parce que, vous l'avez dit, il y a des designers, vous dites, il faut faire souvent appel à des designers, il faut faire toujours appel à des designers, pas souvent appel à des designers, toujours, puis il n'y a pas de design sans designer. Mais c'est une culture partagée. C'est la culture du projet, c'est celle dont on parlait hier. Je pense que la culture du projet, c'est ça qui est déterminant, la culture du dessin, EIN, c'est ça qui est déterminant et qui relie tout le monde. Et qui fait que, moi je vais revenir sur un terme qui est la notion d'usager, on en a parlé hier, qui moi me plaît pas du tout, parce que je pense que le terme d'usager est vraiment lié à une vision industrielle de notre vie.
C'est-à-dire qu'il y a des machines dans lesquelles il y a des gens qui sont postés sur les machines et des gens qui bénéficient de ce que produisent les machines. Non, nous ne sommes pas dans des machines. Nous sommes dans un organisme vivant qui s'appelle la société humaine et où il y a plein de protagonistes différents et qui sont tous aussi importants les uns que les autres. D'ailleurs, de certaine manière, dans votre présentation, c'est ce que vous avez montré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les agents, ce que vous appelez les agents, donc les agents des collectivités, sont déterminants. Parce que s'ils ne sont pas dans le process, bah, ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire que ça sert contre eux, et donc potentiellement avec des résistances, alors qu'en fait, ils sont parce que ce sont eux aussi des experts. Mais donc, en fait, il n'y a pas de décor dans lequel on est en train d'agir. Il y a des espaces de vie qui sont collectifs et dans lesquels tout le monde se retrouve soit usager, soit agent, parce qu'en fait, à la fin, on ne sait plus très bien qui fait quoi. Parce qu'en fait, on partage tous le même dessin. On n'est pas à la même place dans le projet, mais on partage tous le même projet. Et tout l'enjeu du design, c'est de partir d'une culture qui est une culture industrielle, en fait, hein, qui est une culture du process. Et les administrations sont des machines à process. Hein, et d'ailleurs, souvent, on leur reproche d'être des machines à process. Elles ne font que du process, c'est-à-dire que les gens disparaissent. Et donc, la citation de Papanek, là, que vous aviez montré tout à l'heure, là, sur l'important dans le design, c'est la relation avec les gens. Bah ouais, l'important avec le design, c'est la relation avec les gens. Et s'il y a vraiment une entité qui doit faire attention à la relation avec les gens, c'est la collectivité. Et donc, on est loin du compte. Hein. C'est pour ça que quand je dis ça m'apporte de la joie, parce que c'est bien, vous êtes exemplaire, donc ça serait super que tout le monde soit à ce rythme-là. D'ailleurs, je peux vous annoncer que la PCI va créer, je vous l'annonce, un nouveau réseau d'acteurs territoriaux du design. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en lien tous les acteurs dans les collectivités qui sont en train d'implémenter la démarche du design ou qui s'apprêtent à le faire, et qui vont devoir partager, on va les faire partager leurs bonnes pratiques. Parce qu'on voit bien qu'il y a le Conseil général du Val d'Oise, eux aussi, ils sont à fond là-dedans. Voilà. Et puis il y a des endroits où c'est un désert absolu, c'est-à-dire qu'on est très 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 loin. Il faut que ça diffuse, il faut que ça percole. Et moi je pense que des exemples comme le vôtre, c'est déterminant. Parce qu'il faut que les autres collectivités puissent s'apercevoir qu'à tous les niveaux on peut le faire. On peut le faire au niveau d'une ville, on peut le faire au niveau d'un quartier, d'une ville, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération, d'un département, d'une région, du pays lui-même. D'accord ? Et je ne vous parle pas de l'Europe. D'accord ? Parce que là aussi, je pense que ça... Et ce, dans plein de domaines différents, en fait. Mais dans tous les domaines, parce qu'il n'y a rien qui échappe au design. Que si le design, c'est la culture du projet, nos vies ne sont faites que de projets. Donc, en fait, on peut appliquer à tous les moments de notre vie, que ce soit petit ou grand, la méthode du design. Il n'y en a aucun qui lui échappe. Il faut passer d'une culture de l'ingénierie, qui quand même caractérise la société française, hein, c'est-à-dire que qui nous gouverne, des gens qui sortent de X Pont, quoi, X Télécom, X Mine, etc. Voilà, c'est eux qui nous gouvernent. Pas très bien. Et donc il faut passer à... on va remplacer X par le nom d'une école du design, et puis l'école d'application, il n'y en a pas besoin en fait. Voilà, donc... Tout ça pour arriver au monde idéal, c'est ça ? Non, tout ça pour arriver à un monde où on remet l'homme au milieu. Parce qu'il n'y a pas d'idéal. Enfin, l'idéal, moi je reprends Jaurès, hein, l'idéal c'est l'horizon. Et donc il faut partir du réel pour aller à l'idéal. Du terrain. Voilà, partir du réel, aller à l'idéal. C'est Jaurès qui dit ça. Hein. Donc, il a raison, Jaurès, même s'il est mort. Ok. Merci. Norbert Crozier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur de Hall autour du Louvre-Lens, donc qui est pareil, une structure de design. Alors c'est une mission d'ingénierie et d'attractivité touristique qui est née sur le territoire du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, une partie de l'Artois, une mission qui a été créée dans le cadre du contrat de plan État-région à l'initiative du département du Pas-de-Calais et de l'État qui est aujourd'hui porté par Pas-de-Calais Tourisme. Oui, donc en écoutant nos amis là, sur le plateau, c'est vrai que le TILAB, on reprend beaucoup du process du TILAB dans la démarche design. Et l'analyse de Dominique, évidemment, nous parle dans la co-création des projets qu'on mène sur le territoire. Nous, notre objectif, il est de faire émerger, de créer une nouvelle destination touristique internationale autour du court séjour culturel et du court séjour événementiel. Quelle est la taille de votre territoire ? La taille du territoire, c'est un peu plus d'1 million d'habitants, 1 100 000 habitants, 6 agglomérations, 2 départements, 100 km de long, à peu près 30 km de large. Donc c'est vraiment un territoire assez vaste pour lequel on a réussi à faire converger des unités de valeur
Les territoires, les agglomérations ont des identités complètement différentes, mais ils ont des valeurs communes sur lesquelles nous on s'appuie et qu'on a traduit dans des carnets de valeurs, des carnets de tendances, des carnets d'inspiration, à partir desquels on accompagne les porteurs de projets dans une démarche design, dans un process design. Je rappelle que la démarche design est une démarche humaniste et pluridisciplinaire. Alors certes, on a beaucoup de créatifs et de designers à nos côtés, mais aussi d'autres professionnels, d'autres spécialités, urbanistes, économistes, programmistes, sociologues, philosophes, qui viennent accompagner toute cette démarche. Tout le projet. Et alors, comment les habitants sont au cœur du projet alors la question du jour, c'est l'habitant, comment on l'associe. C'est vrai que seul le Louvre-Lens ne fait pas la destination touristique. Là, une inscription au patrimoine mondial non plus. Par contre, comment on nous a demandé, évidemment, sur un territoire qui n'avait pas cette fonction touristique, comment on allait associer les habitants dans la construction de la destination, dans le récit. Alors pour illustrer mes propos, je vous ai amené quelques exemples. Au tout début, c'est vrai qu'on a d'abord interrogé les habitants sur ce territoire est-il en capacité de devenir une destination touristique. Donc, vaste sujet. Donc, vous les avez interrogés comment? Vous avez fait des études? Des entretiens. On a travaillé avec une agence qui a fait des entretiens avec les habitants, à la fois sur la question touristique et à la fois sur l'arrivée d'un grand musée international sur le territoire. Voilà, ce vaisseau culturel lié à la décentralisation culturelle, comment va-t-il être accepté? Donc c'était aussi le lien, comment l'habitant allait réagir par rapport à l'arrivée du musée du Louvre-Lens et comment nous, notre mission, allons jouer le rôle d'interface entre un musée ou l'inscription au patrimoine mondial qui est pilotée par la mission bassin minier sur notre secteur et les habitants. Alors, le musée joue un rôle très fort au titre de la médiation culturelle. Donc déjà, lui, il intervient auprès de la population dans son rôle propre au titre de la médiation. La mission bassin minier en charge de l'inscription au patrimoine mondial aussi travaille sur l'acceptation, en tout cas la connaissance de qu'est-ce qu'une inscription au patrimoine mondial auprès des décideurs politiques, mais aussi auprès des habitants. Et puis nous, notre rôle dans le champ du tourisme et le champ de l'attractivité, on a associé les habitants avec cet exemple du guide émotionnel qui a été fait par les habitants. Donc ça, c'est un projet qu'on a fait un peu après l'arrivée du musée du Louvre-Lens en 2015. Le musée du Louvre-Lens s'est installé en 2012, le 4 décembre, fête symbolique, puisque le 4 décembre, c'est la fête traditionnelle des mineurs, fête de la Sainte-Barbe. Comment était déjà perçue cette arrivée d'un musée sur le territoire? La perception du musée, c'était de dire on est très fiers d'accueillir un musée comme le Louvre-Lens. Nous sommes un territoire qui a beaucoup donné pour la nation. Et donc, c'est un territoire aussi... La ville de Lens, pas les villes environnantes, n'avait pas de musée des Beaux-Arts non plus. Décision politique, on rentre dans la décentralisation culturelle à l'époque. Donc il y a eu Pompidou à Metz, il y a eu le Louvre à Lens, le Louvre à Abu Dhabi qui a suivi au titre de la diplomatie culturelle et d'exportation culturelle, si je puis dire. Je crois qu'il y a un Pompidou à Shanghai aussi. Voilà, donc voilà, ça c'était une vraie stratégie. Alors comment il était accepté? Oui, mais il y avait cette relation, on est très fiers, mais c'est pas pour nous. Voilà. Donc du coup, cette notion de comment on implique les habitants à la relation du musée était importante. Alors le musée, comme je vous le disais, a fait son travail de médiateur, de programmation culturelle, d'intégrer aussi des composantes territoriales dans ses programmations temporaires. Dans sa programmation aussi, puisqu'il y a une scène au sein du musée du Louvre-Lens. Tout ça pour vous dire que du coup, nous, on a d'ouverture à la culture. Je crois que c'est gratuit pour les populations régionales, il me semble. Tout à fait. Donc il y a une partie, la Galerie du Temps, qui est une nouvelle forme de scénographie. On voit les œuvres de manière chronologique, à la différence du Louvre Paris. Voilà, c'était la question de le Louvre, en s'implantant sur le bassin minier, se réinvente, et le territoire en profite aussi pour se réinventer. Donc nous sommes dans les mêmes problématiques de réinventer un musée qui sort de ces murs du château à Paris, qui doit repenser sa scénographie. Qui s'ouvre à une population qui n'avait pas forcément l'habitude d'aller dans un musée. Tout à fait. Alors ça, je pense qu'ils allaient dans d'autres musées, mais ça, c'est un peu la caricature. Mais en même temps, je pense qu'ils n'avaient pas un accès privilégié à un musée facile, en proximité. Et oui, donc du coup, il y avait cette orientation politique de faire la gratuité d'une partie du musée qui est la Galerie du Temps. Donc un accès pour tous et
dans cette partie du musée. Alors nous, c'est vrai que la question de comment on interroge les habitants est importante, c'est-à-dire comment on donne la parole aux habitants dans le récit touristique. Donc la question du guide émotionnel qu'on a travaillé avec une compagnie HVDZ, une compagnie locale culturelle, sur des prises de vue. On a interrogé la population, campagne de communication avec la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Comment on a fait remonter à peu près 200 récits, 200 histoires, des petites histoires qui rentrent dans la grande histoire du Louvre et de l'UNESCO, qui ont permis à la population de s'exprimer et de créer une sorte de guide qui a très bien fonctionné, puisqu'elle a été vendue dans les Furets du Nord, dans les librairies locales, et qui a permis de donner une place. Vous avez des petites histoires qui se raccrochent aux grandes histoires qui ont traversé ce territoire, que ce soit l'histoire minière, l'épopée minière, mais que ce soit aussi la Première Guerre mondiale. Donc on arrive à raccrocher des anecdotes aussi, et c'est un projet qui a très bien fonctionné, qu'on aimerait d'ailleurs déployer sur d'autres agglomérations sur le bassin minier. Donc ça, c'était important pour nous, parce qu'on sait que les destinations fonctionnent mal si la population n'est pas associée. Alors il y avait un sujet important, et vous en parliez tout à l'heure, en termes de qualification et de formation. On a travaillé avec le ministère de l'Emploi, donc dans le cadre d'une ADEC, donc Action de développement de l'emploi et des compétences. Donc pour nous, territoire très hospitalier, très accueillant, mais il manque cette petite touche professionnelle pour peaufiner cet accueil. Donc ce qu'on a proposé dernièrement, et là c'est ma collaboratrice Cyril Chaumette qui suit ce projet-là, a travaillé un serious game. Et là, on s'est dit comment toutes les personnes en posture d'accueil peuvent être sensibilisées aux valeurs du territoire. C'est de la sensibilisation, ce n'est pas de la formation. Notre rôle, nous, on n'est pas organisme de formation. Par contre, on travaille avec les organismes collecteurs de la formation professionnelle, les professionnels de la formation, et avec des game designers, des spécialistes du jeu vidéo en Hauts-de-France, gaming, pour ne pas les citer, mais voilà, on a... et le rectorat de Lille, donc le campus des métiers et des qualifications. Donc, on s'est réunis et on a décidé de créer un serious game, donc plutôt un jeu vidéo même, qui va permettre à chacun de comprendre, de connaître mieux les offres, parce qu'il y a aussi la question de la connaissance des offres, et d'avoir des éléments de langage propres à notre destination. Donc ça, c'est un projet assez intéressant. Et là, du coup, la question de la co-création, du game design et tout ça sont complètement intégrés à ce projet de peaufiner la connaissance de l'offre touristique par toutes les personnes en posture d'accueil, que ce soit le chef de gare, la boulangère, l'agent d'accueil d'un office de tourisme, etc. Donc toute la filière qui est en posture de rencontrer à un moment ou à un autre un touriste. Et de renvoyer le touriste sur d'autres territoires, en fait. Et d'avoir un effet rebond, évidemment, sur de se dire, oui, j'ai peut-être une connaissance de mon territoire à 10, 20, 30 km, mais à 40, 50 km, il y a des points d'intérêt, il y a des pépites touristiques. Comment je vais permettre à des personnes de continuer le voyage et de continuer l'aventure. Donc voilà, donc des ateliers de co-création, oui, on en fait régulièrement sur différents projets. Alors celui-là, ça se passe à la Cité des Électriciens. C'est donc un nouveau site. Un nouveau site, oui, un site minier qui a été transformé en lieu d'hébergement, de valorisation du patrimoine minier, qui est sur la commune de Bruy-la-Bussière. Là, on a travaillé avec des designers culinaires sur des ateliers de co-création, dans le cadre d'un événement qui va s'appeler Hyper Noir. Nous avons des artisans, des boulangers, des professionnels de tourisme qui, autour d'un dîner, sont venus brainstormer sur comment on pourrait travailler des nouvelles formes culinaires ou comment on va mettre de la créativité dans des programmations culinaires dans le cadre d'un événement à venir. Donc ça, c'est des choses qui ont très très bien fonctionné. Et ça, c'est on va dire une des méthodes que l'on applique pour différents projets. Et celle-ci est assez originale et a très bien fonctionné, parce qu'évidemment, il y avait à la fois de la convivialité et puis différents profils artisans, professionnels du tourisme, communicants, qui se sont très volontiers prêtés au jeu. Donc là, les idées fusent, comment ça se passe ? Les idées fusent, Ça, c'est une des étapes de la méthode design, c'est ça ? Où il y a un bouillonnement d'idées, où on échange. C'est la notion d'idéation. Nous, on va porter la tracée de l'idéation jusqu'à l'expérimentation et ensuite la mise en marché, s'il y a mise en marché. Mais en tout cas, on va travailler à partir d'une stratégie partagée de tous les acteurs à expérimenter, à tester et ensuite toujours à mettre l'utilisateur au centre, bien entendu. Alors, quand on parle aussi de relations aux habitants, pour nous, c'est le rôle des offices de tourisme, qui ont une vraie proximité
avec les habitants qui jouent ce rôle-là aussi. Nous, on va venir en appui des offices de tourisme, des organismes de tourisme pour appuyer cette fonction en relation habitants-touristes. Mais c'est vraiment aussi, je pense, le rôle des offices de tourisme qui le font très bien d'ailleurs sur ce secteur. Et tout ce travail-là va se traduire en fin mai et juin de cette année par ce qu'on appelle un parcours d'expérience plus qu'un événementiel. C'est comment on va associer la population à des virées inattendues autour du Louvre-Lens, donc Hall autour du Louvre-Lens, qui est le nom de notre destination. Et voilà, on va avoir autour de la thématique du noir, qui fait partie de nos éléments de valeur, des expériences culinaires, des expériences d'itinérance, des expériences d'hébergement, des expériences culturelles. Et toutes ces programmations-là ont été faites soit avec des associations locales, des équipements locaux, des équipements culturels ou des habitants ou des associations. Donc ils sont complètement associés à cette programmation qui a pour objectif de mettre en avant à la fois la démarche design, puisque tous ces projets qui sont dans cette programmation ont fait l'objet d'un process design et d'une démarche design. Mais là, le but, c'est plutôt de vulgariser, d'être dans quelque chose de sympathique, de convivial. Là, on s'adresse à des touristes, à des visiteurs. Mais pour nous, c'est l'occasion de montrer comment une démarche design, alors d'un point de vue plus scientifique et professionnel, peut s'appliquer et se traduit par des parcours, et là, en l'occurrence, des virées inattendues. D'accord. Et les habitants vont agir comment lors de ces 3 jours là? C'est quoi, des ambassadeurs, c'est des... Je vais vous donner un exemple assez parlant. Les baraques à frites qui sont très identitaires et qui font partie du parcours client. On a un projet qui s'appelle Frites Art. Donc, comment sur les baraques à frites, des artistes vont intervenir ou des designers culinaires pour revisiter la frite locale ou pour avoir un moment d'expérience culturelle, si je puis dire, sur des baraques à frites. Donc là, pour le coup, les restaurateurs vont être acteurs, ou les hôtels, les chambres d'hôtes vont être acteurs. On aura une chambre noire, par exemple, de ce parcours-là. D'accord. Et là, du coup, voilà, on a une grosse artillerie aussi en termes de communication, parce que c'est aussi le storytelling qui a fait l'objet aussi d'un travail de fond autour des valeurs. Donc ça, c'est ma collaboratrice Émilie Nemeth qui suit tout le programme autour de la promotion et de la communication avec Pas-de-Calais Tourisme. Donc voilà, nous, régulièrement, on essaye systématiquement, dans la construction de cette destination, sur le parcours client, de trouver des clés, des portes d'entrée pour associer les habitants à faire émerger ou à révéler des pépites sur un périmètre qui doit rester vrai, authentique, mais qui colle parfaitement aux tendances de consommation, aux tendances sociétales. Voilà, on parle de fraternité, de solidarité, de valeurs humaines. C'est vraiment notre capital. Et c'est vrai que la démarche design, qui est une démarche humaniste, colle aussi assez bien à cette problématique et aux enjeux d'avenir de cette destination autour du Louvre-Lens. D'accord. Une destination qui continue à se développer. Le Louvre-Lens prend de plus en plus de place, puisqu'il y a les réserves du musée qui sont arrivées. Est-ce que ça a changé des choses encore pour vous ou pas? Alors, c'est vrai que sur le premier périmètre, on a vraiment par cercle concentrique. Il y a un impact, nous on mesure les impacts du musée, mais pas uniquement du musée, mais toutes les offres touristiques. Oui, il y a une sorte de district culturel une forme de district culturel qui est en train de se consolider autour du musée du Louvre-Lens. Les réserves du Louvre Paris se sont installées. Donc là, pour l'instant, il y a un transfert des œuvres sur plusieurs années qui est en train de se faire. Il y a une fondation aussi. Il y a la résidence Pinault, oui, qui a repris un ancien presbytère des Mines. Donc voilà, où on a des résidences d'art contemporain qui est présent à proximité du musée du Louvre-Lens. Nous avons fait un partenariat avec Louvre-Lens Vallée, qui est un incubateur de start-up culturel qui est aussi présent à proximité. Nous sommes à proximité du musée du Louvre. Donc l'idée, c'est aussi on voit bien que l'économie créative est en train d'émerger autour d'un écosystème public-privé, d'organismes. Et nous aussi, notre rôle, c'est d'être associés à d'autres incubateurs, à d'autres accélérateurs sur le territoire. J'en parlais une autre table ronde. Notre objectif, c'est dans la démarche design pas forcément de créer un bâtiment, mais d'être in situ, c'est-à-dire d'appliquer sur site l'accompagnement de projets dans le cadre d'un process design de co-création en fonction des besoins qu'on aura évalués ou des collectivités qui viendront nous appeler sur une problématique, par exemple, d'itinérance. On travaille, par exemple, sur un trail, sur des vestiaires pour un trail. Voilà, une collectivité nous a demandé de travailler. Donc, on travaille avec Lionel Doyen, pour ne pas citer un designer qui est à nos côtés sur cet aspect-là. Sur le design culinaire qui a des demandes, on a fait appel à Marion Châtelchet et Marc Bretillot qui sont venus donner, qui sont venus apporter là pour le coup des références en design culinaire
un accompagnement à nos côtés. Donc on va aller, on va se déplacer in situ. Et ce process d'accompagnement, on le concrétise dans le cadre du Design Tourism Lab. C'est le concept que nous, on déploie aujourd'hui, sur lequel on s'appuie, considérant que voilà, la méthode design appliquée au tourisme, c'est le choix stratégique que nous, avec nos partenaires, on a fait pour ce territoire, pour le réenchanter, le réinventer sur un process à moyen et long terme. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres territoires en France qui avaient, je dirais, une image un peu pas mauvaise? Je ne vais pas dire que le territoire de Lens n'avait pas une bonne image, mais qui sont, on va dire, en difficulté, sont venus voir ce que vous avez fait pour voir si c'était duplicable ou s'ils pouvaient faire la même chose chez eux? Alors, on partage notre expérience, oui, avec souvent des territoires post-industriels qui ont misé sur la culture aussi. Pour changer leur image, valoriser leur image. Oui, alors il y a des territoires qui nous ressemblent, hein, en France ou en Europe. On pense souvent à des territoires comme le bassin stéphanois, comme Mulhouse, Le Havre, alors qu'il y a un temps d'avance quand même, puisque là où nous on va s'inspirer aussi d'autres territoires. Hein, je pense au Havre. Saint-Étienne, je crois qui aussi développe le design, il me semble. Oui, alors c'est vrai, c'est un procès. C'est vraiment cité UNESCO du design. Tout à fait. Ouais. Donc, oui, alors c'est vrai qu'avec la cité, alors là malheureusement on vient d'apprendre qu'il y avait le report de la Biennale internationale du design de Saint-Étienne, parce qu'on était associés, par exemple, on est associé à Saint-Étienne, mais on s'associe aussi on discute beaucoup avec d'autres territoires, pas forcément qui ont les mêmes histoires, mais par exemple Marseille nous intéresse beaucoup. On discute beaucoup avec les Bouches-du-Rhône, avec Bouches-du-Rhône Tourisme, sur la question d'une terre d'immigration, un territoire où il y a des clichés. Un territoire où le sport, le football est très important. Comme à Lens. Un territoire qui a fait venir un grand musée, le MUSEM. Donc il y a des territoires comme ceux-là, pas forcément post-industriels, mais il y a des relations, là pour le coup nord-sud. Mais après, à l'international, oui, Manchester, Liverpool, évidemment Bilbao, c'est souvent les exemples qu'on donne. La Ruhr aussi est un territoire sur lequel on vient s'inspirer. Et puis on voit bien que c'était destination post-industrielle, culturelle, nordique, on le vend en poupe. Donc l'idée, c'est pas de copier-coller ces territoires, mais vraiment de travailler notre propre identité, notre propre valeur, de rester vrai, authentique, mais de révéler des éléments de modernité. Et on en a toute une série sur ce secteur-là. L'objectif aussi, c'est d'être dans une relation de réassurance d'une population qui peut douter de sa capacité à se montrer au monde. Il a la chance d'accueillir le Louvre-Lens et une inscription au patrimoine mondial, mais ça vous oblige quand même à vous ouvrir. Donc, comment on est dans une logique d'assurance, de qualification des professionnels ou des habitants à travers le fait de les associer, soit dans les récits, soit dans les offres, soit dans les services, dans des logiques de co-création. Sans trop, et on en parlait aussi, la question du design est parfois mal comprise aussi. C'est vrai qu'il faut être formé à la question de c'est quoi la définition du design, d'un process design, d'une démarche design. Donc on essaie de vulgariser, ou plutôt de penser, de dire on va faire, on est plutôt dans le faire que dans le process design. Donc c'est important pour nous aussi d'avoir des temps de sensibilisation auprès des opérateurs, de nos partenaires, de la démarche design. Ce qui n'est pas naturel. Quand on voit aussi la publicité aussi galvaude un peu ce mot-là, hein, parce que quand on dit design, on pense meuble, ou on pense voiture. Donc voilà, c'est pas un adjectif. Donc la question, c'est aussi de se dire comment on montre qu'il y a différentes formes de design, différentes approches. Et ça fait aussi partie de nos missions sur ces prochains mois. Benoît Valory, vous pensez quoi alors de cette démarche qui a été menée par le territoire de Lens? Moi, je trouve ça très intéressant, notamment en tant que participant à une communauté Muséomix qui s'intéresse au musée depuis 2011, et notamment avec sa devise « People make museum ». Donc effectivement, j'ai un certain nombre d'atomes crochus avec ce type de démarche. Ce que je trouve intéressant, c'est la manière aussi dont le lieu se veut tourner sur l'extérieur, enfin sans tripette et pas centrifuge. On ne cherche pas à ramener les gens forcément dans l'institution. On bâtit un parcours autour effectivement d'un territoire en utilisant
presque le prétexte du musée. Du musée pour irriguer tout le territoire. Alors, pas seulement irriguer, mais faire vivre une expérience territoriale qui remet en place la culture locale. Vous avez parlé des baraques à frites, enfin tout ça. Ce qu'on appelle aujourd'hui les droits culturels, c'est-à-dire reconnaître qu'effectivement, chaque personne doit être reconnue dans sa composante culturelle, qu'il n'y a pas une grande culture forcément à faire passer, des choses qui sont en train de changer, et sur lequel, effectivement, les méthodologies, j'aime pas parler de méthode design, mais ce que peuvent apporter effectivement les designers et les autres champs qui peuvent travailler avec eux, puisqu'il y a cette notion de pluridisciplinarité à laquelle moi j'adhère complètement, peut du coup créer un territoire engagé dans une démarche beaucoup plus globale et une démarche du coup qui a aussi tout un tas de ramifications. Donc on est sur quelque chose aussi très réticulaire. Je voulais juste avoir un petit rebond. Vous avez parlé tout à l'heure des Bouches-du-Rhône. Je trouve qu'il y aurait... J'ai entendu il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article sur le fait que du côté de Marseille, ils allaient s'intéresser à faire de la communication négative pour qu'il y ait moins de monde qui visite les calanques. Parce qu'il y a trop de personnes qui y vont et du coup ça dégrade l'expérience et les lieux, enfin tout ça. Et cette idée en fait de passer, c'est ce que je pense vous avez... Ou pas faire de communication du tout, il pourrait pas en faire en fait. Ouais, sauf que c'est déjà fait, c'est-à-dire c'est tellement connu quand on va là-bas, enfin voilà, c'est un peu... Et la question de la transition d'un design orienté objet vers un design orienté milieu, hein, si je peux, désolé pour les grands termes, mais elle peut se faire aussi. C'est un beau défi je trouve pour un designer de se dire comment on travaille avec les ressources du design et également avec les citoyens, les habitants, pour qu'un lieu soit moins fréquenté, pour améliorer l'expérience de chacun, mais aussi la nature du milieu dans lequel on vit, puisqu'on en fait partie. On n'y est pas extérieur. Et ça, je trouve que peut-être les nouveaux défis du design aujourd'hui sont là. Dominique ? Oui, je pense qu'ils sont systémiques. Hein. Vous avez parlé de systémique. Moi, je pense que c'est plus que systémique, ils sont organiques. Voilà, parce que dans le système, il y a toujours l'idée de la mécanique, en fait. Hein. Donc, c'est organique. Donc, c'est du vivant. Et donc, apparemment, c'est du vivant. On ne comprend pas tout. Mais par contre, il faut en prendre soin. Voilà, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il faut en prendre soin. Moi, je voudrais revenir sur un point très important, c'est que dans tous les exemples qu'on a montrés, on parle beaucoup de culture. Et c'est hyper important. D'accord ? Bon. Mais tu as parlé de société post-industrielle. Or, un des grands enjeux du XXIe siècle, ça va être de ramener l'industrie. Parce que c'est très très bien d'avoir de la culture, mais si on n'a pas de job, la culture, c'est plutôt quelque chose qui fait souffrir parce qu'on n'y a pas accès. Parce qu'à un moment donné, ça a un prix, la culture, d'accord. Bon, en même temps, je dirais l'arrivée de l'ouvre-relance, le développement du tourisme a permis de créer des emplois. Oui, non, mais justement, donc il y a la problématique de l'emploi. Mais il n'y a pas que c'est pas possible qu'il n'y ait que des emplois culturels. On ne veut pas pouvoir produire que des services. Ou touristique. Il faut à un moment donné que l'industrie, au sens de dire, on produit les conditions de nos vies, d'accord. Et ces produits, c'est des espaces, c'est des matériels, c'est des produits, c'est des objets, etc. D'accord. Donc il va falloir faire revenir tout ça à la maison, d'accord. Et donc la culture, elle n'est pas un obstacle à ça. Au contraire, elle est un attracteur de ça. C'est-à-dire que quand vous créez les conditions de la culture, probablement, et à partir du moment où la volonté politique de ramener l'industrie sur les territoires s'exprime, alors tout d'un coup, on crée le cadre d'une qualité de vie. Et dans la mesure où on applique le design aussi à l'industrie, il en revient, hein, le design industriel, hein, et au départ, le design, il est industriel, mais que tout d'un coup, avec des enjeux de comment on fait en France, sur le territoire, des objets qui étaient conçus en Chine, fabriqués en Chine, vendus chez nous, pas cher parce que fabriqués pas cher. Des enjeux de néo-industrie s'invitent en disant comment on fait des produits de qualité, durables, réparables, maintenables, à la maison, pour nous, pas cher. Ça, c'est un enjeu industriel. Et pour ramener l'industrie à la maison, il faut dire aux industries, regardez comme c'est beau chez nous. Regardez comment on s'amuse chez nous. Regardez comment on se cultive chez nous. Regardez comment les gens s'aiment chez nous. Les relations. Donc, le politique. Hein, surtout le Nord-Pas-de-Calais, qui est une terre industrielle importante, quand même, avec beaucoup d'entreprises. Puis avec plein de gens sympas. Alors, c'est vrai que je dis le mot post-industriel, mais on reste une terre industrielle, parce que le monde de l'automobile est très présent sur notre territoire, que ce soit Renault Adoué, Toyota. Automobile. Voilà. Donc, mais j'ai envie de dire, comment nous, dans notre rôle aussi, on associe le monde de l'automobile à la démarche d'attractivité, à la démarche touristique. Par exemple, on a un projet, vous parliez de produits et d'objets. Nous, on développe toute une gamme d'objets, halls, qui
qui partent de l'artisanat, des savoir-faire ou d'un récit minier. Voilà, toute cette dynamique autour des objets et des produits, on va la transformer en coopérative, en SIC SAS cette année. Mais par exemple, l'usine Renault de Douai nous demande de travailler avec ses salariés à un objet dérivé, à un produit particulier. Donc le monde de l'automobile, à la fois on a des problématiques de mobilité et comment ces constructeurs automobiles peuvent amener des réponses à des besoins ou de rebond de mobilité sur le territoire. Et en même temps, ils peuvent s'intéresser à des sujets, comment nos salariés peuvent s'intégrer à une dynamique touristique. Et là, en l'occurrence, avec Renault, sur des objets ou des produits. C'est un peu le mouvement Art and Craft qu'on a pu, d'une manière ou d'une autre, sans avoir l'ambition de ce mouvement-là, mais on essaie d'être dans cet esprit-là sur le territoire du bassin minier autour du Louvre-Lens. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez une gamme de combien de produits à peu près, non ? On a une quinzaine de produits aujourd'hui qui sont vendus dans les offices de tourisme, au Louvre-Lens, dans les boutiques. L'idée, c'est de déployer cette gamme dans les grandes portes d'entrée touristiques. Du territoire jusqu'à la gare du Nord à Paris, puisque c'est une porte d'entrée dans les aéroports, les relais. Donc à Lille. Et à Lille, bien entendu. Dans mon propos, mon propos il dépasse l'enjeu des objets culturels. C'est de tous les objets. Tu parlais de la voiture. La voiture a un immense problème à résoudre. C'est-à-dire que c'est quand même une des causes du réchauffement climatique. Il y a la problématique de la propriété plus que le service. Donc, c'est-à-dire que le nombre de voitures est amené à diminuer, pas augmenter, diminuer. Donc ça veut dire si les gens ne fabriquent pas des voitures, il va falloir qu'ils fabriquent autre chose, dans la mesure où tout le monde doit travailler. Et donc cette dimension, cette problématique de la néo-industrie, c'est-à-dire la nouvelle industrie, elle est liée aussi à tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'elle est liée à la fois à la démarche de design, parce qu'elle s'applique aussi à ça, mais elle est liée au design du contexte dans lequel tous ces industries arrivent, et qui sont des pôles d'attracteurs. C'est-à-dire que pourquoi on va venir dans un endroit ? Parce que la qualité de la vie est assurée. Et la qualité de la vie, c'est de la culture, pas que de la culture, plein d'autres services. Voilà. Et le design s'applique à tout. Parce que c'est notre dessin, c'est notre destin. Vous avez travaillé l'accessibilité aussi, évidemment. Oui, l'accessibilité, on l'a travaillé justement quand on a essayé de voir tous les sites, on a répertorié du coup, là en particulier avec l'agglomération des Anciens-Vins, tous les sites qui étaient accessibles. Donc on travaille avec une société qui s'appelle Pic2Access, qui est un nouveau service une sorte de pas de TripAdvisor de l'accessibilité, mais en tout cas qui est une codification complémentaire des dispositifs de labellisation tourisme et handicap, qui vient nous accompagner de manière un peu plus digitale sur l'accessibilité de tous les sites, bien entendu. Donc là aussi, la question de l'inclusion sociale se pose dans nos travaux, s'appuyant sur des nouvelles méthodes de classification ou d'accessibilité des sites culturels, sportifs ou touristiques. Et puis il y a la question aussi des visites d'entreprise, parce qu'on parlait la question du tourisme industriel est aussi un élément important, à la fois pour associer les populations. On voit bien lors des journées du patrimoine que les locaux sont très intéressés pour aller visiter des usines de moteurs, par exemple, et c'est aussi l'occasion pour les entreprises de valoriser les métiers et les futurs métiers, puisque quand on parle d'automobile, on a aussi l'Airbus des batteries qui devrait s'installer pas très loin, donc la question de la mobilité électrique, de l'écomobilité. On a pu la travailler, alors on n'a pas trop le temps, mais dans le cadre aussi d'une expérimentation écomobilité avec Renault Zoé et puis France Craft, une start-up qui est sur l'île de France, avec des clientèles types, de se dire comment les clientèles acceptent de prendre un véhicule électrique et quelle typologie de véhicule électrique pour aller d'un point A à un point B et faire des effets rebonds. Donc on a fait là pour le coup dans le cadre des démarches design, des expérimentations aussi avec des partenaires de l'automobile présents sur le territoire. D'accord. Et je crois qu'on est arrivé au terme malheureusement de cette conférence. Pas de questions ? Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Merci. Et puis, merci. bonne journée. Merci.